Tête à tête et nombre 7 ont sélectionné pour vous cette semaine Folko de Alex Conil. Cela se passe en Petite Camargue en 1960. Un enfant observe la vie à travers les adultes et les événements qu'il croise. Au cours de ce récit, Folko a entre 8 et 12 ans. C'est un enfant sensible, affûté, mélancolique et marrant. Il pose un regard poétique sur le monde qui l'entoure. Entre Petite Camargue et Provence, il nous invite dans une déambulation ponctuée de vergers et de masses. Alex Conil a toujours écrit les discours, les mémoires, rapports, synthèses. Il se consacre désormais à la fiction. Folko est son premier récit. Vous pouvez retrouver ce livre chez librairie.nombre7.fr. Nombre 7, édition, diffusion, distribution. Pour débuter, une citation d'Édouard Herriot. La politique, c'est comme l'andouillette. Ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. Ah, elle m'a plu cette citation. C'est bien, ça commence bien. C'est ce qu'on m'a jamais dit. Alors un petit rappel, les deux tours des élections, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à vous deux, Régis et Vincent. Bonjour Patrick. Bougez. Bonjour Patrick. Merci de nous suivre sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. L'émission se déroule dans les conditions du direct, toujours au restaurant Le W, qui se situe square de la Couronne, à Nîmes. À la vision, au montage, à la réalisation et au son, bébé Benjamin Baron. Il y a ce matin, il a affûté justement ses crayons, Michel Monteil, le caricaturiste de l'émission. Nos invités partiront avec leur caricature. Elle est toujours fidèle, elle est toujours là à l'affût d'un cliché. La seule femme de l'équipe, c'est Béatrice. Alors nous recevons ce matin, dans le cadre de l'émission Tête à Tête, deux enseignants de l'éducation nationale impliqués en politique. Alors messieurs, rebonjour et vraiment soyez les bienvenus dans l'émission. Mais merci de l'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous savez que vous repartirez avec vos caricatures. On parle suffisamment fort comme ça, tout le monde pourra bien vous entendre. Alors Régis Vaison, professeur, comme je le disais, de droit à l'Institut d'Alzon. Il est aussi à la tête d'un comité local de La République en marche depuis 2016. Depuis 2016. Ex-collaborateur du député Philippe Bertin, proche de Yvan Lachaud. Oui. Qui lui a demandé l'investiture à La République en marche pour les municipales de 2020. On va en parler. Vincent Bouget, le secrétaire départemental du Parti communiste, professeur également d'histoire géo au lycée Philippe Lamour. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors avant que ne débute cet entretien, quel est votre point de vue, tous les deux, sur ce qu'a été, il y a une quinzaine de jours, la FCPE avait fait une affiche un petit peu spéciale avec une femme voilée, et la maman disait « Oui, je sors avec le voile, accompagner mon enfant. » Et alors, quel est votre point de vue? Personnellement, Oui. j'étais extrêmement choqué par cette affiche. Pourquoi? Je pense que il y a un vrai débat, et on le voit bien sur l'immigration aujourd'hui, sur les questions d'affichage. Je crois que la FCPE a fait une erreur. D'ailleurs, beaucoup d'FCPE locales se sont opposées à cette affiche. Notamment Béatrice Leccia. Et avec raison, car on ne peut pas mettre en scène une religion dans l'éducation nationale. Je pense qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Il faut que la République puisse reconquérir ce débat-là. Sinon, nous allons laisser ces questions au Front National, au Rassemblement National, et on voit ce que ça va donner. Vincent? Moi j'ai un point de vue différent, parce que je suis aussi parent d'élèves dans une école de la République, et j'ai été amené à faire des sorties pour accompagner mes filles sur des sorties scolaires sur Nîmes, et il y avait des mamans qui étaient telles qu'elles étaient. La laïcité touche, c'est les enseignants qui sont concernés, les fonctionnaires qui sont concernés, non pas les parents d'élèves, qui d'ailleurs peuvent rentrer dans les établissements scolaires, c'est leur droit, avec la tenue qu'ils veulent. C'est pas eux qui sont
soumis à neutralité, ce sont les fonctionnaires. Et donc moi je trouve que c'est pas bien de stigmatiser et d'exclure ceux qui existent aujourd'hui dans ce pays. Il y a des établissements privés catholiques, et vous les connaissez, et il y a aussi des gens qui ont... Dans lequel il n'y a personne de voilé. Voilà, mais oui, vous êtes quand même catholique, et donc vous faites de l'enseignement... On est un établissement privé sous contrat de l'État. Bien sûr. Et ce n'est pas un établissement catholique, il a une obédience catholique. Qui a une obédience catholique. Mais ouvert à toutes les confessions et à ceux qui n'en ont pas. Voilà, j'espère bien, bien. d'accord. J'espère bien. Non, mais bien sûr. Et je pense que la laïcité, elle est parfaitement respectée à Dalzon, comme elle est à Philippe Lamour, certainement. Ah, Philippe Lamour, elle est tout à fait respectée. Dans les écoles, elle est tout à fait respectée. Je le redis, ce n'est pas les parents d'élèves qui sont soumis à des devoirs de neutralité, ce sont les fonctionnaires. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est que cette image qui est donnée, c'est un signe distinctif, le voile. Le problème, il est là, c'est qu'à un moment... C'est interdit. Non, mais évidemment, mais peut-être qu'il faut que la loi évolue là-dessus. Vous voulez interdire le voile? Non. Je pense qu'il y a un vrai débat dès qu'on touche à l'éducation nationale. Non, il y a un débat quand on touche à des questions religieuses pour stigmatiser systématiquement une religion. À force, mais moi je ne stigmatise pas l'islam en particulier, je pense qu'il faut simplement que la République dise à l'islam radical d'abord, qui influe ce genre de comportement, que cela n'est plus possible aujourd'hui. Il faut reconquérir cet espace-là. Qu'est-ce qui n'est plus possible? L'attitude d'un certain nombre de personnes utilisant des signes distinctifs d'une religion, même pas d'ailleurs, parce que le voile n'est même pas un signe distinctif, à des fins de propagande à propos d'une religion. Oui, il faut aller jusque-là. On a laissé ce terrain au Front National, il faut le reconquérir. Moi, je trouve qu'on instrumentalise beaucoup ces questions-là, et on le voit notamment encore en ce moment avec le débat sur l'immigration qui est porté par le gouvernement. On a d'autres choses à travailler que stigmatiser systématiquement les mêmes populations. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait des sorties avec des mamans d'élèves qui étaient voilées, et il n'y avait aucun prosélytisme, et c'est un très mauvais signal à envoyer pour tous les enfants qui sont dans l'école de la République et qui voient leurs parents stigmatisés et exclus. Bien, nous allons rester là pour en ce qui concerne, mais pas l'éducation nationale, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence dans l'éducation nationale, ne serait-ce que que les parents vis-à-vis des professeurs. Tu sais, il y a un débat qui, moi, me touche encore plus que celui dont on vient de parler, c'est la question des aides administratives pour les directeurs d'école, qui aujourd'hui ont été supprimées par le gouvernement, et les directeurs d'école sont en grande difficulté parce qu'elles ne peuvent pas tout gérer, et on se retrouve avec des corps d'instituteurs qui ont leur classe à gérer, qui ne peuvent pas recevoir les parents, etc. Ça, c'est un vrai souci. Et moi, c'est sur ça que je veux parler, et pas sur des questions de religion. Ah ben, moi, je parle de ce que Patrick veut nous faire parler. Voilà, donc c'était juste pour l'ouverture de... Mais je pense que le vrai sujet, il est là. D'accord. Et donc je pense que c'est un sujet... Oui, tous les sujets doivent être sur la table. Le voile, la place des parents, et puis la violence. Et puis la violence. Mais la violence. Elle existe, elle est là quand même. Mais bien sûr que la violence existe. On l'a vu à Agde, il y a 48 heures, oui. une maman est venue attaquer. Elle existe, faut pas se... Ouais. Elle a toujours existé aussi. Hein. Elle a toujours existé, elle existe dans la société, on la croit de plus en plus. D'accord. Bien, alors on va parler un petit peu des municipales. C'est ce qui nous intéresse de mars 2020. On y est déjà là. On y est, oui. Alors, quels sont vos objectifs pour Nîmes, toi, par exemple? Et puis ensuite, on parlera de la gauche, et puis on parlera de... Je ne sais plus si je dois dire de la droite ou de la République en marche. Du centre. Du centre. Oui, parce que c'est vrai que... Non, mais je sais bien que vous êtes proche de Bayrou, oui, quand même. Non, mais pourquoi il y aurait la gauche et la droite? Pourquoi il n'y aurait pas le centre? Pourquoi il n'y aurait pas les démocrates, les républicains? Qu'est-ce que c'est cette... Je sais bien que, voilà, en France, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche... on sait très bien quand même... Centre. La République en marche. La République en marche, quand même, a accueilli bon nombre de socialistes. Oui, et même des anciens communistes. Et même des anciens. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Robert Hue s'est désolidarisé du gouvernement rapidement. Mais bon, enfin, il fait ce qu'il veut. Oui. alors, quelles sont vos priorités, à tous les deux, pour Nîmes, par exemple? Quelles sont vos priorités? Sur le fond, sur le projet, sur le projet de Nîmes, on peut parler sur les banlieues, on peut parler sur les quartiers, on peut parler sur les transports, on peut parler quelles sont vos priorités? Je ne sais pas si on peut parler en termes de priorité, mais il y a 3 urgences aujourd'hui qui sont pointées régulièrement, en tout cas dans ma famille politique, la gauche en général.
l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Et je crois qu'il faut qu'on combine ces trois approches pour trouver aujourd'hui des projets, des façons de vivre ensemble qui soient adaptées et qui répondent aux enjeux présents. Moi, je fais le constat d'une ville où il y a de moins en moins de vivre ensemble, où des tensions existent. Et donc, il faut qu'on rétablisse un petit peu une façon de vivre ensemble, voilà, quel que soit le quartier où on habite. Et je crois qu'une des priorités aussi, en tout cas un des axes sur lesquels moi je veux insister, c'est que les Nîmois, où qu'ils habitent et quels qu'ils soient, puissent être reconnus à égale dignité. Et aujourd'hui, selon qu'on habite dans des quartiers populaires ou en centre-ville, selon qu'on soit pauvre ou riche, on n'est pas vu de la même façon, on n'est pas traité de la même façon dans cette ville. Bon, je pense qu'il faut faire beaucoup mieux pour cette ville, ça c'est évident. Il y a des choses qui ont été faites. La ville s'est embellie, ça c'est un fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il faut effectivement que les Nîmois et ceux qui viennent, parce que Nîmes n'est pas qu'aux Nîmois, enfin, la ville s'ouvre, et tant mieux d'ailleurs qu'on accueille. Oui, parce que Nîmes est belle quand même. Absolument. Mais belle est une chose, il ne faut pas qu'elle soit belle et endormie, il ne faut pas qu'elle soit belle et ne pas avoir des entreprises, parce que moi je suis d'accord, bien évidemment qu'il faut que les quartiers puissent bénéficier de cette retombée, de cet embellissement de la ville. Mais pour ça, il faut une économie locale qui fonctionne, qui permette de créer des emplois, qui permette à des gens d'améliorer leur pouvoir d'achat, ce que d'ailleurs globalement s'améliore au niveau national, au passage. Ça c'est le travail du gouvernement. Et donc il faut que la ville en profite. Pour ça, ça passe par des emplois, ça passe par de l'éducation, ça passe bien évidemment aussi par une ville, moi c'est mon souci, j'en avais parlé la dernière fois, cette ville est trop chaude. Vous me direz, ben oui, mais c'est le climat. Mais non, on peut aussi avoir toute une économie de l'environnement, créer des emplois là-dessus, créer des centres de recherche qui permettraient effectivement de permettre à cette ville d'être beaucoup moins chaude. Tout le monde en parle quand même. Oui, ben évidemment, parce que c'est une urgence. Mais c'est une urgence, oui. Parce qu'on peut être d'accord tout le monde là-dessus. Mais par exemple, il y a une question de crédibilité derrière. Dans le prochain budget de l'État, c'est 1000 fonctionnaires en moins dans le ministère de la Transition écologique qui sont prévus. Donc il y a une crédibilité. Après, on ne peut pas dire ici à Nîmes, je veux radoucir l'atmosphère, je veux végétaliser, et puis de l'autre côté, au niveau national, supprimer 1000 postes de fonctionnaires dans le ministère. On aura toujours un désaccord là-dessus. Vous êtes sûr, vous êtes pour du fonctionnement, il faut des employés, il faut des fonctionnaires, il faut des fonctionnaires. Je suis d'accord. Mais moi je pense qu'il faut surtout de l'investissement. Il faut que ça soit. Et faites venir des entreprises plutôt que de créer des fonctionnaires et vous verrez que ça aidera. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais des fonctionnaires, on peut en avoir des milliers. Si les fonctionnaires sont derrière des bureaux et qui ne font rien, qu'est-ce que ça fait avancer de plus? Moi, je ne connais pas de fonctionnaires qui ne fassent rien. Je pense qu'il y a des fonctionnaires qu'il faut certainement redéployer. Il faut certainement. Pour qu'ils aient effectivement des tâches plus importantes. Ouais. On est d'accord. Et pour le centre-ville, par exemple, quels sont vos projets pour redynamiser un centre-ville qui se meurt? Il faut quand même le reconnaître. Il est en difficulté, mais comme beaucoup de centres-villes de villes de cette importance-là, de cette taille-là, moi je crois que c'est un changement de logique qu'il faut opérer. On a construit le centre-ville et on l'a embelli parce que effectivement les travaux ont été bien menés, on va dire, même si après moi il y a des débats sur le fait qu'on a beaucoup bétonisé. Bon, je passe là-dessus, mais je crois qu'il faut qu'on réintègre le regard des Nîmois sur le centre-ville. On construit un centre-ville uniquement en fonction de l'attractivité qu'il pourra avoir sur les autres, uniquement en fonction des touristes. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'y remettre de la vie. Et la vie, ça passe par des commerces, évidemment. Il y a la question des loyers, notamment pour les commerces qui est posée. Mais il y a aussi besoin d'une activité qui ne soit pas forcément uniquement commerciale. Parce qu'un centre-ville n'est pas forcément qu'un centre commercial à ciel ouvert. Donc je pense qu'il faut réinterroger ça. Moi j'ai proposé déjà qu'il y ait une agence publique de l'urbanisme qui permette aux Nîmois de se réapproprier la question du centre-ville pour y remettre de la vie. Puis après ça pose la question des transports, ça pose la question de la culture, ça pose la question de la démocratie, et donc voilà. Bon, pour les transports, tout a été pratiquement fait quand même. En fait, c'est pas mal ce qui se passe. Non, mais les transports aujourd'hui, c'est pas simplement le bus, c'est la question de la place de la voiture aussi en centre-ville, mais ça veut pas dire qu'il fasse ça. Il faut chasser la voiture systématiquement. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le bus aussi. Vous pensez aussi à cette question.
Je pense que surtout, l'attractivité, c'est fondamental pour une ville. C'est-à-dire que si on amène, bien sûr, des commerces, mais pas que des commerces, si on amène du loisir, si on amène du tourisme, si on amène de la culture, si on amène de l'animation dans la ville, effectivement, ça va faire venir le centre-ville. Mais il faut un équilibre. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas venir au centre-ville. Il faut voir comment les zones commerciales aujourd'hui, elles peuvent évoluer. De toute façon, là, nous sommes tout à fait d'accord, certainement, c'est qu'il y a une évolution du commerce et qu'on ne reviendra pas à un commerce d'avant. Ce qui veut dire que les commerces du centre-ville n'ont pas su adapter leur façon de communiquer écoutez, et de vendre. On va tous en Espagne, on parlait de la chaleur tout à l'heure. Faut-il que les commerces, encore l'été, ouvrent à 2h de l'après-midi? Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a bien des gens qui travaillent, ils vont travailler jusqu'à 22h. D'accord, mais enfin, il y a des métiers qui travaillent jusqu'à 22h, et même au-delà. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement aussi s'adapter au public que l'on reçoit, et certainement à la saisonnalité du commerce. Bon. Tu es d'accord avec ce point de vue, Vincent? Je sais pas, c'est pas une question qui pour moi est forcément centrale. Après, c'est au commerce de s'adapter, évidemment. Mais plus largement, il y a une question d'équilibre territorial. Moi, je pense que quand même, on est très en retard sur la question des transports à Nîmes, très en retard. Et quand on voit les villes de même importance, on a accumulé en retard à la fois au niveau des transports collectifs, avec des lignes de trambus qui n'en finissent pas de se construire et qui sont encore reportées dans le temps. La ligne T2 qui aurait été la première à faire parce qu'elle desservait la plupart des quartiers de la ville, se fait en 2 temps. D'abord la gare jusqu'à la Hennec. On voit qu'il y a des problèmes avec le parking relais de la Hennec. Bon, tout ça, c'est pas sérieux. Et puis, il y a un problème de mobilité douce, de marche à pied. On voit l'état des trottoirs et des voiries. Aujourd'hui, c'est une gageure que de traverser le centre-ville avec une poussette. On voit, et handicapés, par exemple, aussi. Et il y a un grand retard dans les mobilités douces aussi avec le vélo. Il faut qu'on lance un grand plan vélo dans cette ville. Et quel est votre point de vue sur la place que peuvent occuper justement les handicapés? Parce que eux se plaignent quand même. Non, mais c'est pas que les handicapés. Oui, non, mais il y a un vrai problème effectivement de circulation pour tout ce qui est transport doux. Alors, handicapé, c'est un autre aspect des choses, mais c'est évident que les trottoirs sont souvent catastrophiques. Le problème, c'est aussi les compétences entre l'agglomération et la ville, qui, on le sait depuis un certain nombre de temps, s'opposent sur ces questions. Évidemment, il y a un travail énorme à faire là-dessus. Sur le T1 et le T2, la T1 a été décidée par Jean-Paul Fournier. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une erreur de commencer par là. Il aurait fallu commencer par la T2. Mais ça, là-dessus, on est d'accord. Je pense que même Yvan Lachaud est d'accord. Mais ça, vous poserez la question vous-même. Là, on lui posera la question s'il veut bien venir dans l'émission, bien sûr. Et puis le problème, parce qu'on parlait du centre-ville, c'est qu'on a laissé construire pendant des années des centres commerciaux à l'extérieur, des grandes zones commerciales qui attirent beaucoup de gens de l'extérieur, qui ne rentrent plus dans le centre-ville. C'est à la fois un problème pour le commerce, parce que c'est des grandes chaînes qui s'installent là, c'est pas des petits commerçants ou des artisans locaux. Et puis c'est un problème pour les transports, parce que quand on conçoit une ville, en géographie on appelle ça le zoning, c'est-à-dire qu'on a des zones commerciales, des zones de loisirs, des zones d'habitation, on multiplie les transports. Je crois qu'on a besoin de revenir de la proximité, et dans tous les quartiers de Nîmes, d'avoir des espaces de rencontres, d'échanges, de commerce, de services publics, et si on veut que les gens vivent bien. Ouais, les commerces, les supermarchés, toutes les municipalités précédentes, et même la municipalité d'Alain-Clary, ont joué sur les supermarchés aussi, il ne faut pas se tromper là-dessus. Parce que les grandes zones commerciales, Carré Sud, etc., ça ne vient pas de la municipalité. Oui, mais Carré. ça existait avant, quand même, ça existait avant la municipalité. Il y a eu Jean Bousquet avec la ville active, mais Alain-Clary ne s'est pas opposé à ça non plus, il faut quand même pas... Il n'y a pas eu de construction de grandes zones commerciales. Ce qui est sûr, c'est que le commerce est en train de changer, mais ça c'est l'aspect libéral des choses, c'est-à-dire que les consommateurs aussi modifient leur comportement. Regardez le succès des enseignes de producteurs locaux. Je ne veux pas faire de publicité pour une, mais il n'y en a qu'une, en plus ça. 450 paniers par jour. Ça veut dire qu'il y a vraiment, et à des prix très raisonnables auxquels tout le monde. Mais comment aussi on permet à des familles modestes d'accéder à ce genre de choses? Il y a ce circuit court également. Oui, bien sûr, le circuit court, évidemment. Bien. Donc ça y est, l'union est faite à gauche. Vous êtes rencontrés puisque tu as été désigné pour réunir tout ce monde entre... Alors, il nous arrive un sacré coup quand même avec Europe Écologie Les Verts, puisque Daniel de W, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui vient d'être investi par
par C'est pas Europe Écologie Les Verts. oui, non, mais enfin, lui, il est vert quand même. Attends, je vais y revenir. Je vais y revenir parce que là, j'ai perdu le. Donc, alors, Daniel Richard. Daniel Richard, voilà. Donc, lui, il a demandé son investiture. Enfin, il souhaite partir aux élections avec une certaine partie de la gauche. Bah, je crois c'est en débat chez les Verts, et moi, je ne veux pas parler à leur place, hein, c'est pas mon rôle. Bon, quelle que soit la situation à l'arrivée, ils vont décider très prochainement. Bon, moi je crois fermement que, et c'est ce qu'on met en œuvre depuis des mois, qu'il faut un rassemblement parce qu'on a l'espoir de gagner. Et une gauche rassemblée est une des conditions de cette victoire. Je ne dis pas que c'est la seule, mais une des conditions de cette victoire. Et je crois que sur le projet, il n'y a pas de souci majeur sur un projet sur lequel on pourrait s'entendre. On est en train de travailler dans le cadre d'un rassemblement qui s'appelle Nîmes Nouvelle Page et qui mélange des gens qui viennent d'horizons différents, et on travaille sur le fond de façon tout à fait bonne, avec des gens engagés dans des partis, des gens qui ne le sont pas. Mais en tout cas, on construit ensemble. Et moi, j'appelle encore une fois, et je le referai jusqu'au bout, à ce que tout le monde se rassemble. Parce qu'aujourd'hui, on a un espoir de victoire, et je pense qu'on sera à la hauteur des enjeux qui se posent sur la ville. Mais aussi, on a une crainte. Une crainte, c'est soit de laisser aux mêmes qui dirigent la ville depuis 18 ans ensemble, avec les résultats que l'on connaît, sur lesquels on peut être en désaccord, mais en tout cas, moi, j'ai un regard critique. Soit on dessine une voie aussi royale au Rassemblement national, et je crois qu'il faut qu'on soit tous avec le sens des responsabilités et qu'on trouve les moyens de ce rassemblement. Parce que là, donc, nouvelle page, nouveauté qui date de quelques mois, effectivement, comme tu le précisais, mais pas avec des gens nouveaux quand même, parce qu'on voit Martine Guéraud, je sais pas, tu as succédé à Martine, Denis Lannoy, bon, Vincent Bouget, Jeannie Arnegui, Sylvette Fayet, Alain Clary, bon, Jérôme Puech, qui était également dans l'ancienne municipalité, la municipalité précédente, et Michel Perfettini. Mais il y a également Frédéric Deschamps. Oui. Donc, il y en a même deux. Pardon. Il y en a même deux. Il y en a même deux. Mais alors, donc pour te dire que cette liste est en train de se construire sur des bases, sur de vieilles bases. Non. Après, les gens, évidemment, ce sont des... Non, bien sûr, mais ce sont des gens qui sont connus et reconnus, donc forcément, ils sont cités. Mais il y a aujourd'hui plus de 800 signataires dans Nouvelle Page. Je pense que dans les agoras qu'on a tenus, on a pu rassembler plus de 200, peut-être 250, 300 personnes qui sont venues à une ou à deux ou à trois, etc. Et il y a beaucoup de citoyens plus anonymes, on va dire, qui sont des acteurs de la vie locale et qui sont à égalité avec tout le monde. Donc, bon, après, je sais que la presse relaie les gens qu'elle connaît, mais moi, je vois beaucoup dans Nouvelle Page de gens qui s'investissent et qui ne sont pas forcément des gens connus depuis longtemps. Il y a des nouveaux niveaux aussi. Bon, donc, par exemple, Jérôme Puech, qui lui est investi par le Parti Socialiste, assiste également à ces réunions. Alors, il va falloir quand même trouver une tête de liste. Est-ce que vous y êtes dans cette liste? Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que ça sera toi qui partiras? Ou est-ce que vous partirez en binôme avec Jérôme Puech et le Parti Socialiste, comme il s'était fait en 95? Tête de liste, t'as pas de binôme, une tête de liste. Oui, non, mais alors, je faisais référence à Clary et Fabio Pujol. On a vu ce que ça donnait. Je crois qu'on ne répétera pas les formules qui ont existé parce que la situation change, la façon de faire de la politique change aussi. On est en train de travailler pour savoir comment, ensemble, on constitue une liste. Quelle est la place des partis? Quelle est la place des citoyens? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas pour tirer un trait sur les partis politiques, qui sont des acteurs de la démocratie. Mais en même temps, il faut qu'on trouve les moyens pour que les citoyens qui ne sont pas dans les partis trouvent toute une place. Donc c'est en réflexion. Pour l'instant, personne n'a dit suivez mon panache blanc. Et donc on travaille et puis on trouvera des solutions. Mais je crois qu'au-delà d'une tête de liste, il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, on a besoin d'une équipe qui gère à la fois la ville et l'agglo. Moi, je faisais des propositions. Je pense qu'il faut qu'il y ait un maire qui soit le fédérateur. Je pense qu'il faut 3 grands adjoints transversaux aux solidarités, à l'écologie et à la démocratie qui soient des acteurs réels et pas des simples conseillers municipaux. Et puis il y a tout le travail avec l'agglo qu'il faudra faire parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de compétences avec l'agglo, donc il y a un président de l'agglo à trouver, il y a des liens à faire. On voit aujourd'hui que les liens sont rompus et que ça facilite pas la gestion. Donc voilà, je crois que si on veut s'engager, il y a la place pour beaucoup de monde. Donc vous seriez plutôt pour
un maire comme actuellement et un président de l'AGLO n'ont pas une seule fonction pour les deux, ces deux administrations importantes quand même. Ah oui, alors a priori, il faut partager les pouvoirs, moi c'est mon credo, mais il faut faire attention à ce qu'on n'aboutisse pas à la situation actuelle, qui est franchement, par moments, grotesque, quoi, hein, sur les petites guerres, les petites phrases, et puis la paralysie que ça peut entraîner, que la ville se coupe de l'agglo et que l'agglo s'appuie que sur les villes extérieures pour fonctionner. Bon, c'est pas, ça ne permet pas d'avoir un projet d'agglomération de territoire qui soit pertinent. En fait, pour que tout le monde comprenne, une mairie, il y a un type d'élection avec une prime au sortant, enfin au vainqueur, pardon, du premier tour. L'agglo, c'est tout à fait différent. On est sur des conseils d'agglo nommés par les différentes mairies, et donc il faut trouver une majorité. Ça, c'est le législateur qui a voulu tout ça. Un jour, ça changera peut-être, mais c'est ça la réalité. Donc c'est plus difficile de trouver une gouvernance politique, on va dire, de gauche, de droite ou du centre, pour des agglos, quel qu'elle soit, hein, c'est pas que Nîmes, que sur une mairie où, de toute façon, la tête de liste qui arrive, la liste qui arrive en tête, a, de toute façon, cette prime qui lui donne la majorité. C'est ça qui fait la différence. Après, moi, je pense qu'il faut quand même, pour des raisons d'efficacité, que le président de l'agglo soit le maire de Nîmes. C'est, à mon avis, beaucoup plus efficace, et on voit d'ailleurs, c'est le cas de toutes les villes de France, le chef-lieu a l'agglomération. Voilà, ça c'est des suppositions de principe. Après, C'est un point de vue? Non, pas nécessairement, non. Tu penses que la formule actuelle, le maire et un président de l'agglo, ça suffit, c'est bien? Je pense qu'il faut arriver à travailler en commun et ensemble et se mettre d'accord sur un projet, mais effectivement, le système institutionnel tel qu'il est prévu aujourd'hui est compliqué et complexe et ne permet pas, parce qu'on le voit bien, enfin, pour assister au conseil d'agglomération quelquefois, on voit bien comment les équilibres politiques sont difficiles à tenir, on voit bien que pour s'assurer une majorité, il faut s'assurer le soutien d'un certain nombre de maires. Et donc, le projet de territoire au niveau de l'agglomération, pour moi, hein, après c'est un débat qu'on peut avoir, mais pour moi disparaît. Et c'est ça qui est dommageable. Mais ça, c'est le statut qui veut ça. Enfin, je veux dire, quel que soit le prochain président de l'agglo ou le prochain maire de Nîmes, il sera obligé de trouver une majorité relative à l'agglo, à moins que toutes les communes aient la même vision politique, sans doute, parce que chacun a ses intérêts aussi, et c'est le compromis, mais c'est aussi la politique, c'est de trouver des compromis, pas des compromissions. Bien, alors pour la République en marche, il n'en reste plus que deux candidats potentiels. Apparemment. David Tebib, le chef d'entreprise, le président du club de l'USAM Nîmois, ainsi que Yvan Lachaud, qui lui est proche de Bayrou. Oui, puisqu'il a reçu aussi le soutien du Modem. Et l'ennemi de Fournier, bien sûr. Mais ça, on le sait, nous savons même faire. Nous sommes regardés à l'extérieur également de Nîmes. Donc alors, on pourrait employer cette expression. Ça y est, le tour il est ouvert pour Tebib. La porte du Toril. Je pense Quel est ton point de vue? Au-delà de ça, je pense que ces élections municipales vont être complexes, d'ailleurs, à mon avis, pour tout le monde. Hein, parce que ce qui a. Peut-être qu'on n'est pas encore au bout de l'explosion du paysage politique, mais on aura certainement les municipales, je peux me tromper, hein, les plus compliquées à lire, au moins peut-être au premier tour. Parce que chacun vise effectivement des rassemblements, mais il faut pouvoir les faire, ces rassemblements, et c'est pas évident. Il y a une offre politique qui a été donnée par Macron et qui va bousculer certainement les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent que les résultats des présidentielles et les résultats des européennes ne sont pas forcément applicables aux municipales. Et qu'il faut effectivement trouver le rassemblement des démocrates qui aille de ce que sont les familles démocrates, c'est-à-dire, oui, des centristes, en passant par les sociaux-démocrates, jusqu'effectivement aux républicains modérés. Voilà, ce qu'a fait Macron, quoi. Il faut arriver à le faire. Alors, qui peut arriver le mieux à le faire? Moi, je ne pense pas que ce soit David Tebib, pour une raison simple, c'est que David Tebib, je ne l'ai pas entendu au présidentiel, je ne l'ai pas entendu aux législatives, je ne l'ai pas entendu aux européennes, je ne sais pas ce qu'il pense des questions, comme on a parlé tout à l'heure, d'immigration, je ne sais pas ce qu'il pense de l'économie. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas un programme, alors? Ah ben, s'il est candidat, il aura certainement. Mais dans la mesure où il souhaite cette investiture de la République en marche, toi, l'un des responsables de la République en marche, vous êtes quand même rencontrés avec Vincent Tebib, David Tebib, décidément.
il n'y a jamais eu de rencontre officielle. Mais qui est-ce qui décide alors, dans ces cas-là? Je reconnais que c'est une vision qui devrait plaire à mon interlocuteur. C'est une vision très pyramidale. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, nous sommes très horizontaux et très démocratiques, puisque au Parti communiste, comme dans d'autres partis, ce sont les militants qui choisissent. Je le dis sincèrement, c'est vrai que la décision, elle est effectivement très pyramidale. Et c'est bien là le problème, c'est qu'effectivement, bon, par exemple, hier soir, on pensait qu'il y aurait une décision, que la fumée blanche, enfin ou noire, je ne sais pas comment on sortirait. Bon, elle n'est pas sortie, est-ce que ça sera mercredi? C'est vrai que, honnêtement, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas langue de bois, je trouve que tout ça est compliqué. Mais c'est aussi lié à un mouvement, c'est même pas un parti, qui est issu, comme disait quelqu'un de célèbre, en même temps de la gauche, de la droite et du centre. Et c'est vrai que c'est compliqué à faire. Voilà, et on est dans cette complexité-là. Ça vous a perturbé à La République En Marche que Olivier Jalaguier jette l'éponge comme cela à cause de quelques taureaux qui y seront ou qui n'y seront pas? Moi, ça ne m'a pas perturbé. Je pense que. Non, mais honnêtement, Olivier Jalaguier, que vous avez reçu, je crois déjà, oui, est quelqu'un qui a des idées, qui travaille sur Nîmes depuis des années, et ses idées sont certainement à regarder de près. Enfin, je pense que sa réflexion, par exemple, sur la feria est très intéressante. Il y a un vrai débat à avoir sur la feria, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet important, surtout dans les tensions, enfin, on le voit. Non. Donc, moi, qu'Olivier Jalaguier se retire, c'est son choix, et qui d'ailleurs, qu'il ait pu être candidat, je trouve que c'était aussi très bien. Penses-tu qu'il aurait eu ses chances quand même d'avoir cette investiture? C'est une question que je te pose. Non, mais je pense qu'il aurait pu, effectivement, mais personne, on ne sait pas qui a été auditionné, je sais qu'Yvan Lachaud l'a été, mais voilà, j'avoue que je suis assez perplexe sur le fonctionnement, je l'avoue sincèrement. Donc, on sait quand même que Yvan Lachaud pourrait peut-être avoir cette investiture dans la mesure où Bayrou pèse d'une façon importante sur le gouvernement, malgré qu'il n'y soit plus, mais enfin il est là quand même. On sait très bien que d'autres personnes ont été investies. Je pense qu'au bout du compte, on aura, moi je ne veux pas parler pour la gauche, parce que, mais je pense qu'on aura, je pense qu'on risque, on risque d'avoir au premier tour un éclatement des forces politiques. Bon, alors bien sûr, c'est le souhait qu'il n'y en ait pas, je comprends, mais je pense qu'on voit bien qu'à gauche, il y a aussi des tensions, on voit bien qu'à droite, il y en a. On ne va pas parler évidemment de LR qui se pose un certain nombre de questions, parce que quand vous disiez à Vincent qu'il y aurait des difficultés à faire de liste avec les anciens, je pense que tout le monde aussi a ce problème-là. On ne va pas parler de Jean-Paul Fournier, mais comment va-t-il faire sa liste aussi, quoi. Voilà, ça va toujours sa vieille garde. Oui, mais ce premier tour va être très compliqué. La difficulté, c'est que là aussi, institutionnellement, il faut faire plus de 5% pour pouvoir éventuellement fusionner, et il faut faire plus de 10 pour se maintenir. Et cette problématique, on l'a tous. Oui, bien sûr. Donc, c'est la règle du jeu. Ouais. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. D'où la nécessité du rassemblement. Donc c'est là où on revient à vos propositions, de tous vous rassembler, c'est le but quand même. Oui. Mais quand je parlais du responsable de WW France à l'époque, moi je trouve que vous l'avez rencontré. Il nous a rencontrés, mais je crois qu'il a rencontré beaucoup de formations politiques en arrivant sur Nîmes. Donc on a eu des discussions, mais ça fait presque un an maintenant, voilà, pour tester. Et puis de temps en temps, quand il est sur Nîmes, on peut le croiser. Bon après, voilà, il sera s'il est désigné chef de file des Verts, il sera un interlocuteur. Et puis on doit se revoir à la fois, je l'espère, dans l'Agora où des écologistes participent. Agnès Charexpi qui a été élue pendant quelques temps avec Sylvette Fayet après les élections de 2014, y participe régulièrement, notamment. Moi j'avais cru comprendre quand même que Jadot avait dit que les Verts c'était plus un problème de gauche ou de droite. Donc, Et je sais que chez les Verts il y a cette tentation-là et que souvent sur les grandes villes en tout cas ils ont la tentation de partir tout seuls. Moi je leur redis. Nîmes, c'est pas Montpellier, Nîmes, c'est pas Toulouse. Si on veut que la gauche ait des résultats et qu'elle gagne, il faut que ce rassemblement existe. Donc on met tout sur la table. Le projet
Je pense qu'il n'y aura pas de problème, voilà, très sincèrement. On est quand même d'accord que l'environnement n'appartient pas à la gauche, pas plus que n'appartient à la droite. Moi, je crois que si on est conséquent en matière d'environnement, on doit s'opposer aux logiques de rentabilité, de profit et de libéralisme. Donc ça, c'est ma vision, et je pense que c'est cette question-là qui doit être posée. Donc pour moi, elle est profondément anticapitaliste, l'écologie. Vous avez vu que les Verts en Allemagne disent qu'ils se trouvent finalement beaucoup en adéquation avec le programme de Macron. Alors pourquoi les Verts allemands et pas les Verts français? Ce sera leur question à leur poser, mais je crois savoir que les Verts français, on dit clairement qu'ils ne s'allieraient pas avec En Marche, comme les socialistes. Donc, pour l'instant, ils ont dit qu'ils s'allieraient avec personne. Voilà. Voilà. Mais moi, jusqu'au bout, je serai le porteur de l'Union. Bon, vous avez, dernière question, vous avez avec vous maintenant Jean-Paul Boré qui, sur sa propre tête, a fait 9,5 aux dernières élections. Jean-Paul Boré qui a adhéré à La République En Marche. Il n'est plus communiste, il est de gauche. Ça, je ne sais pas s'il est plus communiste. Non, c'est lui qui le dit. Hein. Enfin, il a été communiste. Ah ben il a été à ma place, il était le responsable. Ouais. Donc après, moi je ne sonde pas les âmes et les cœurs, j'imagine que c'est à lui de répondre à cette question-là. La seule chose, c'est que je sais que Jean-Paul Boré n'a pas beaucoup soutenu nos candidats aux législatives, notamment François Dumas. C'est à peu près la seule chose que je sais. Bon, François Dumas qui s'est rapproché à un moment donné des LR, qui navigue, qui... Non. Non? Je me trompe? Navigue. Et François Dumas, elle est députée, elle essaie de trouver des solutions aussi. Voilà, et comme Philippe Berta d'ailleurs, qui lui a choisi, mais bon. Philippe Berta, son élection est due quand même également son investiture par le Modem, par Bayrou. Donc on sait, mais ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le poids que représente Bayrou par rapport à d'autres personnes. Non, je me trompe? Oui, mais il y a aussi les amis du Premier ministre, il y a En Marche, c'est compliqué. Hein. Vous n'avez pas ce problème à gauche? Bon, peut-être on a d'autres difficultés, mais je crois que la question, bon après c'est une réflexion de fond sur les partis ou les mouvements. Moi je trouve que le Parti communiste qui fêtera 100 ans l'année prochaine est un parti qui est foncièrement démocratique dans sa pratique, et je trouve que c'est précieux, et que les militants communistes et les adhérents communistes sur Nîmes, à jour de cotisation, voilà, sont des militants mais aussi décident souverainement, et ça je crois que c'est un bien précieux à conserver. Après, est-ce qu'il y aura d'autres problèmes sur l'Union, on verra, mais en tout cas, nous, et on le dit depuis le début, en ce qui concerne les communistes, mais c'est pas que les communistes, hein, c'est bien d'autres, et c'est la population de gauche. Le peuple de gauche à Nîmes nous dit une chose: rassemblez-vous. Donc il faut qu'on soit tous à la Même avec la France insoumise? Même avec la France insoumise. Évitons les extrêmes, de gauche comme de droite. Très bien. Bon, le temps tourne, il va falloir, j'avais d'autres questions à vous poser. J'ai perdu quelques noms. Avec plaisir. Ça, c'est vrai. Donc, merci Régis Vaison. Merci. Et à bientôt alors. Mais quand vous voulez. Et toi aussi, Vincent. À bientôt. Vincent Bouget. Merci à toute l'équipe. Merci encore une nouvelle fois au restaurant Le W qui se situe square de la Couronne à Nîmes. À très bientôt. Bye bye. Et restez-nous fidèles. Au revoir. Au revoir.